on va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre sur nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout, de donner les moyens, d'expliquer aux agriculteurs comment on peut changer, puisque le grand mot là c'est la transition, et j'abonde. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive. Bonjour à tous. Après les 2 premiers épisodes de Futur Agri sortis en février dernier, une campagne de financement participatif, un confinement et un été, je suis très heureuse de faire le grand retour du podcast accompagné de Pascal Goumin, fondateur d'AMP Aquaculture. Vous allez le découvrir, Pascal a un parcours d'entrepreneur hors du commun et qui est très riche d'enseignements. Dans ce 3e épisode, c'est un véritable plaisir de pouvoir en apprendre plus sur l'aquaculture, secteur passionnant et plein de défis pour le XXIe siècle. Je vous souhaite une très belle écoute. Eh bien, bonjour Pascal et merci d'être aujourd'hui au micro de Futur Agri. Bonjour. Avant de préparer ce podcast, je savais moi que l'aquaculture était un sujet vraiment passionnant. Mais en faisant des recherches pour préparer cette interview, j'avais vraiment hâte de pouvoir creuser ce sujet-là avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, donc Pascal Goumin, j'ai 58 ans. Ça fait maintenant une trentaine d'années que j'interviens dans le secteur de l'aquaculture. Alors, ça n'a pas été un parcours ni sans difficulté, ni constant. Mais aujourd'hui, donc, je préside le groupe AMP, Aquaponic Management Project, qui intervient dans plusieurs compartiments de l'aquaculture en France et un petit peu à l'étranger. Ça marche. Justement, peut-être avant toute chose, avant de commencer, ça serait bien qu'on puisse définir un petit peu, je pense, les termes aquaculture et aquaponie. Comme ça, c'est fait et après, on peut rentrer dans le vif du sujet. Très bien. Alors, l'aquaculture a trait à tout ce qui est élevé, effectivement, en milieu aquatique. Ça comprend, par exemple, l'algoculture. Ça comprend également donc la production de microalgues telles que les spirulines, la chlorelle. Ça recoupe bien évidemment aussi la conchiliculture, la production de coquillages, la production de grenouilles, la raniculture. Donc c'est globalement tout ce qu'on peut élever dans le milieu aquatique, salé, saumâtre ou eau douce. Ok, et l'aquaponie par rapport à ça ? Et l'aquaponie est une technique particulière de production aquacole qui peut s'effectuer soit hors sol, à travers des systèmes de circuits fermés, soit dans des systèmes plus ouverts. Alors ça porte un nom qui est un barbarisme, qui est l'AMTI, aquaculture multitrophique intégrée, où par exemple en mer, on peut élever des poissons, des coquillages filtreurs et produire des algues, le tout en symbiose et en synergie. Donc on va dire aquaponie avec de l'eau douce pour résumer plus simplement et entre autres sur les systèmes qui sont développés en Europe aujourd'hui, mais ça va très au-delà. Donc c'est une façon un peu vertueuse d'utiliser l'eau comme support d'élevage et de production de façon vertueuse. Donc c'est vraiment cette idée d'avoir une symbiose entre à la fois l'élevage de poissons et de plantes ou d'autres choses en fait, enfin de combiner plusieurs cultures sur un même endroit. En fait, ça a plusieurs vertus. D'une part, un des griefs que l'on peut faire à l'aquaculture, c'est le côté polluant, puisque bien évidemment, quand on nourrit les poissons ont des déjections et tout ceci constitue une charge organique importante pour le milieu, qu'on soit en rivière, en étang ou en mer. Donc l'idée, c'est de valoriser cet effluent plutôt que de le considérer comme un déchet, une source de pollution, plutôt de le valoriser. Et là, ça devient vertueux, puisqu'en même temps qu'on crée un problème, on apporte la solution. Et alors, ça c'est joli en théorie. Après, les difficultés que ça pose sont d'ordre technologique, puisque ça va inciter à gérer plusieurs espèces, plusieurs compartiments différents. Et c'est là où, effectivement, il faut expérimenter et travailler pas mal pour que ça fonctionne bien. Mais voilà, en réalité, ça ouvre beaucoup plus largement que l'image traditionnelle que l'on a de l'aquaponie, avec simplement des bassins à circuit fermé et quelques fruits et légumes qui sont produits avec l'eau des poissons. Ça marche, c'est déjà hyper intéressant et on y voit un peu plus clair sur tout ça. Et toi, du coup, d'où te vient cette fibre pour le poisson et son élevage à la base ?
Alors, comme beaucoup de Parisiens, j'ai des racines en région et moi, je suis issu de Loir-et-Cher, où ma famille est dans le secteur agricole depuis 4 générations. On a été parmi les premiers à introduire la culture de l'asperge, puis après de la fraise, puisque pour ceux qui ne le savent pas, la Sologne est une région pauvre. Elle est connue pour la chasse, mais c'est les terres agricoles parmi les plus pauvres de France. C'est très sableux, très argileux, très acide. Donc les seules choses qui poussent correctement sont les asperges dans le sable, les fraises, et l'argile permet aussi de garder l'eau, donc ce sont des régions traditionnelles de production d'étangs. Donc ayant hérité d'un domaine familial sur lequel il y avait des étangs, dès mon plus jeune âge, j'ai commencé à faire de la pisciculture, j'avais 7-8 ans quand j'ai fait mes premières pêches d'étangs. Donc ma famille, un peu connue dans le milieu agricole, puisque c'est la famille Marionnet, qui a entre autres créé dans le secteur de la fraise la Marat des Bois, qui est une fraise qui a une notoriété internationale. Et j'ai également un cousin viticulteur, Henri Marionnet, qui exploite une des rares vignes préphyloxériques en France et qui a replanté le domaine de Chambord. Donc avec justement ces vieux cépages, et qui sont ces cépages francs de pied, c'est-à-dire sans greffon américain. Donc nous, on propose, on en parlera plus tard, on propose du saumon de France, qui est le seul saumon français, que j'associe en accord mes vins avec un vin qui est le seul vin 100% français. Donc, longue tradition. Donc, ce qui m'a valu après de faire un double cursus, puisque j'ai à la fois préparé dans une école de commerce l'expertise comptable, mais aussi un BPREA dans le secteur aquacole, dans la perspective de professionnaliser mon activité familiale traditionnelle de pisciculture d'étang et en faire mon métier. D'accord, donc BPREA, c'est juste pour préciser... Brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. C'est en fait le diplôme dont on a besoin pour pouvoir diriger une entreprise agricole, en définitive. Avoir le statut d'agriculteur, d'exploitant. Super, effectivement, ça vient pas de nulle part alors, tout ça. Voilà, il y a une vieille tradition. Alors après, là aussi, comme beaucoup de Parisiens, et là on l'a vu malheureusement pendant la période de confinement, ces sujets interpellent un petit peu. Donc pour des gens qui, comme moi, sont un peu à cheval entre les deux mondes, on a toujours la tentation de dire mais est-ce qu'on fait le retour à la terre, est-ce qu'on se réinstalle? Et puis après, on est aussi très urbain. Donc moi, ce qui me plaisait bien dans le projet que je pilote aujourd'hui, justement, c'est de réconcilier un peu les mondes et les univers. On a peut-être trop tendance à opposer les choses et les gens et dire, voilà, oui, j'assume, je suis un vrai paysan de Sologne et en même temps, je suis très urbain ici à Gare du Nord dans le 10e. Et comment j'arrive à réconcilier tout ça et comment j'arrive à faire cohabiter et coexister ces différents mondes. Hyper intéressant. Et du coup, entre effectivement ces études dans l'expertise comptable et BPREA, et le moment où tu as fondé AMP, ça, on y reviendra plus tard, ça a été quoi un peu le parcours entre les deux? Parce que AMP, ça a combien de temps du coup? AMP a été créé, les fonds baptismaux, c'est 2012-2013. Okay. Mais effectivement, si on fait un petit saut en arrière, j'ai en définitive monté ma première affaire piscicole dans les années 90. Donc partant de ce domaine familial sur lequel j'ai réalisé une pisciculture qui était assez innovante pour l'époque, avec des systèmes déjà de recirculation, des systèmes de pompage, des systèmes de distribution d'aliments, j'avais constitué un consortium avec des acteurs de la filière agroalimentaire, donc le groupe Fleury-Michon, qui est la marque la plus connue, qui déjà se posait à l'époque les questions du sourcing. J'avais également un groupe volailler, Arrivé, Maître Coq. J'avais un prestataire dans le secteur de l'entreposage frigorifique, le groupe Tesson, et également le groupe Grimaud, numéro 1 de la génétique lapin, poulet, canard. Et j'avais réuni une vingtaine donc de pisciculteurs, alors soit des professionnels de la pisciculture d'étang, soit des néo-pisciculteurs qui, comme moi, avaient créé des élevages en bassin modernes, etc., dans la perspective de créer une filière d'aquaculture continentale, un petit peu sur le schéma de la filière catfish aux États-Unis. On avait jeté notre dévolu sur un poisson-chat européen, le silure, qu'on avait pour l'occasion rebaptisé Merval, parce qu'on n'avait pas le droit d'importer ni d'élever le catfish américain. On élevait également des poissons secondaires comme les carpes chinoises. Enfin, l'idée, c'était vraiment de créer ex nihilo une filière intégrée qui allait de la génétique jusqu'au plat cuisiné. Donc, tu as regroupé tout. J'ai regroupé toute la filière intégrée, ce qu'on a refait un peu aujourd'hui. Je l'avais fait dans les années entre 90 et 96. J'étais patron donc, de ce groupe qui s'appelait
la Société française de pisciculture. Et on a investi quand même pas mal d'argent et pas mal de moyens pour créer tout ce projet-là. J'avais eu déjà une expérience d'entrepreneur puisque j'ai été concessionnaire Renault pendant pratiquement une dizaine d'années. Et j'ai vendu en fait mes affaires automobiles à Clamart et à Clichy. La concession de Clamart existe toujours, pour investir à 100% dans ce projet-là. On a déroulé le projet, donc on a effectivement fait tout ce travail de la génétique jusqu'au plat cuisiné, y compris la valorisation à travers la fabrication de composés protéinés solubles, à travers l'extraction de collagène. Donc vraiment, l'idée c'était d'extraire tout ce que l'on pouvait valoriser au niveau du poisson. Et malheureusement, dans les années 96, il y a eu à la fois la crise de la vache folle, mais il y a aussi eu une grave crise de la pêche. Alors vous êtes tous trop jeunes pour vous en souvenir, mais à cette époque-là, les pêcheurs sont montés à Paris, ils ont cassé Rungis, ils ont brûlé le Parlement de Rennes. Enfin, il y a eu un effondrement des cours du poisson. J'ai entendu parler de cette Et en fait, cet effondrement du cours de poisson était lié à l'ouverture du bloc de l'Est, qui a fait qu'il y a beaucoup de poissons qui ont été mis sur le marché dans des conditions bradées, que les armements eux-mêmes ont été vendus et ont aussi mis du poisson sur le marché à bas coût. Et ce qui fait que toutes les filières pêche et aquaculture ont été confrontées à un effondrement des cours. Alors c'était un paradoxe parce qu'il y avait de grands besoins. Déjà à l'époque, le marché demandait beaucoup de ressources, mais il y a eu un effet ciseau et les prix sont effondrés. Donc la pêche a été sauvée avec des aides. Par contre, l'aquaculture française, malheureusement, elle est un peu passée à la trappe. Donc la plupart des groupes se sont cassés la figure. Il y avait un groupe important, le groupe Sepia, qui était propriétaire de la ferme Aquanor sur la station, le site nucléaire de Gravelines. Un des plus gros sites français de production de bar et de dorade. C'est eux aussi qui ont créé la filière Esturgeon avec le caviar. Les groupes de salmoniculture, enfin, tout le monde s'est cassé la figure entre 1996 et 1997. Et la filière aquacole française ne s'en est pas réellement remis. Donc, un effet conjoncturel, mais ça a eu des dommages qu'on mesure encore 30 ans après. Ok, donc déjà une grosse aventure avant, et du coup après comment tu t'es relevé un peu de tout ça? Alors cette aventure, elle vous apprend plein de choses. On dit qu'on apprend plus dans la douleur que dans le plaisir. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, j'ai eu ma dose, effectivement. Tu peux en témoigner. Mais oui, parce que en réalité, moi, j'étais relativement jeune entrepreneur, donc 32, 33 ans, plutôt réussissant. Donc, je pensais effectivement avec peut-être un petit peu de... C'était peut-être un peu présomptueux, mais que la vie était tracée, que il suffisait de bosser et puis que ça marchait tout seul. Cet échec-là était vraiment pas prévu. Alors, il est rarement prévu, mais là, en l'occurrence, ça a été un peu une avalanche. Alors, on se retrouve avec tous les problèmes familiaux. Vous perdez votre job, vous perdez votre capital, vous perdez votre carnet d'adresse. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Quand un entrepreneur connaît un échec, on dit « Ah, c'est une expérience, très bien. » Mais à l'époque, il devait y avoir quand même une petite backlist, quoi. Ah, je vous assure qu'il y a 30 ans, c'était pas du tout bon de subir une faillite, même si c'est la conjoncture qui l'expliquait, qu'il n'y avait ni aucune faute de gestion. C'était pas toi qui avais fait une faute, ouais, c'est ça. Mais... Ni aucune erreur, ni quoi que ce soit, que tout avait été fait comme il fallait. Néanmoins, vous êtes marqué du sceau de l'échec et c'est persistant. À l'époque, vous aviez même d'ailleurs un système de cotation Banque de France qui vous pénalisait pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, tu peux rien faire. Pendant 5 ans, on peut rien faire. Même pas ouvrir un compte bancaire. Vraiment, c'était horrible. Okay. Donc, après, là encore, vous cherchez un job. Les chasseurs de tête vous disent « Ah oui, mais alors, vous avez été chef d'entreprise, vous allez être ingérable dans une organisation. Ah bah oui, mais il n'y a pas de cohérence dans votre CV parce que vous êtes expert comptable, mais vous avez fait de l'automobile. Maintenant, après, vous êtes allé dans l'agroalimentaire. Donc, maintenant, là encore, on trouve ça formidable parce qu'on dit que vous avez une expérience diversifiée et que vous êtes polyvalent. À l'époque, là, si vous sortiez du chemin tracé directement, c'était très mauvais. En 2010, donc, What's New dans le secteur aquacole. Et là, il y a 2 sujets qui émergent. Un, le marché des salmonidés. Alors, globalement, les salmonidés, c'est les saumons et les truites, toutes variétés confondues. Et puis là, on s'aperçoit de l'essor colossal que ça a pris à l'échelle planétaire. Donc, le saumon est devenu une industrie en 30 ans. Moi, quand j'ai démarré en 1990, le saumon commençait, mais c'était pas un truc aussi... que tout le monde achetait tout le temps, partout. Aussi mass market que ça peut l'être aujourd'hui. Donc là, en 30 ans, le marché est devenu planétaire, 3 millions de tonnes produites dans le monde, des poids lourds comme la Norvège, le Chili, etc.
sans doute des excès dont on parlera peut-être sur les pratiques, mais en tout cas, c'est devenu un marché planétaire. Dans son sillage, le marché de la truite, qui avait connu des graves difficultés dans les années 95-96, en même temps que moi, le marché a été tiré, il y a eu une traction sur la truite. Aujourd'hui, plein de gens disent, et ils ont raison, mieux vaut acheter une bonne truite qu'un mauvais saumon. Ouais. Et bien tout d'un coup, la truite a trouvé son marché. Alors, sur des formes un peu différentes, moins la truite portion que pouvaient faire nos grands-mères, la petite truite aux amandes à la poêle, etc. Mais là encore, sur des formats que sont les pavés, que sont les filets, et bien sûr en version fumée. Ouais. Et quand vous regardez maintenant dans un supermarché, dans les rayons saurisserie, il y a pratiquement autant de truites que de saumon. Ouais. Et le produit moins cher, et parfois en qualité, il est largement meilleur, et il est même sûrement meilleur que les saumons bas de gamme. Donc du coup, là, si on revient sur... là, du coup, c'est à ce moment-là que tu décides effectivement de monter AMP. C'est ça. Parce qu'il y a une traction de marché, tu te dis, mais finalement, c'est pas perdu et on y retourne. Comment, du coup, comment ça s'est passé un peu au début, tu remontes ça, et c'est quoi la première pierre que tu poses à cet édifice? Alors, 2010, donc, je réactive mes réseaux pour savoir ce qui s'est passé, ce qui marche. Donc, on a parlé du marché des salmonidés. Et puis, en même temps, on reparle d'un sujet que j'avais déjà traité dans les années 90, qui sont les productions hors sol. J'ai dû monter un des tout premiers circuits fermés en France, à Consac, pas très loin de Jourzac, en Charente-Maritime, pour produire des silures en système hors sol. Alors à l'époque, la technologie des circuits fermés était balbutiante. Donc pour schématiser, c'est plus des gros filtres, des grosses bobines à sable pour filtrer l'eau. Mais ça marchait, on arrivait à produire pendant la période hivernale des petits silures pour les faire grossir. Et donc là, on voit aujourd'hui que la technologie des circuits fermés est devenue largement plus mature, avec des projets importants, voire très importants, voire les effets d'annonce de Pure Salmon à Boulogne pour faire 10 000 tonnes de saumon. Et qu'en fait, cette technologie, en 30 ans, elle est devenue complètement viable et sécure. Mais avec quand même des problèmes d'image. C'est-à-dire que dans l'esprit du consommateur français, si je fais une très belle unité de production de poissons, un bâtiment industriel, les gens n'en veulent pas. On pense aussitôt aux élevages de poulets en batterie, on pense aux ports sur Caillebotis. On préfère le petit pêcheur part en mer. Donc, c'est vraiment... On avait appelé ça, par référence au film que vous avez peut-être vu, La Loup et les cuisses. On a dit, voilà, en France, c'est le syndrome La Loup et les cuisses. C'est le retour de Jacques Borel et puis les poissons qui sortent de l'usine. Donc... autant je pense que dans les pays nordiques, c'est valable pour nos confrères qui font de la tomate, du concombre, enfin toutes les productions en sol. Les gens en consomment beaucoup, mais ils savent... Ça n'a pas une bonne image. Ça n'a pas une très bonne image et ils ne savent pas forcément comment c'est produit. Alors pourtant qu'il y a des très bonnes pratiques là aussi en la matière, mais autant les pays nordiques et les pays d'Amérique du Nord, tout ceci est largement vulgarisé et ça choque personne. Vous pouvez faire en Floride un élevage de saumon de 10 000 tonnes, ça bouleverse personne. Par contre, en France, là, ça bouleverse tout le monde. Donc, rappelez-vous de la ferme des 1000 vaches. Donc, on se dit, là, il y a un truc qui ne va pas. Il faut redéfinir les échelles, pas partir sur des projets géants. Et puis, en même temps, il faut trouver un moyen pour expliquer en quoi cette technique est vertueuse pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être animal. Donc, en grattant un petit peu les différentes technologies de production en sol, on découvre cette fameuse aquaponie. Et là, c'est une vraie révélation pour nous parce qu'on se dit, alors là, pour le compte, ça a toutes les vertus. Il y a un modèle vertueux derrière qui peut enlever et cette qui image, rassure et qui enlève l'image parce que je vais vertir mon système au vrai sens du terme, c'est pas du greenwashing. J'ai une vraie production végétale et comme j'ai recréé un écosystème hors sol, d'ailleurs qui pourrait ne pas être hors sol, on a parlé tout à l'heure de la MTI ou on pourra parler d'aquaponie frugale. Je reconstitue un écosystème entre les poissons, les bactéries et ma production végétale, le tout en créant une boucle, donc le plus exemple de circularité le plus extrême. Je peux composter mes déchets et mes boues et les valoriser. Donc là, j'ai quelque chose qui est, je pense, très favorable. Et on va d'ailleurs le mesurer, on va d'ailleurs le tester, en proposant des petits systèmes, en faisant de la pédagogie, en implantant des fermes urbaines pour l'expliquer aux gens, pour dire en quoi cette technique est vertueuse. Et tout simplement pour enlever cette espèce d'a priori un petit peu négatif sur la production en sol.
Je pense que là encore, ceux qui font que du végétal en sol auraient tout intérêt aussi à expliquer. À intégrer Mais oui. aussi. Si vous travaillez en zéro chimie et qu'ensuite de ça, vous prouvez que vous avez une bien moindre consommation d'eau, là encore, moi, mon propos, c'est pas d'opposer le conventionnel, le bio et la production en sol, c'est simplement de dire il y a différents systèmes de production, et bien mesurons les effets, mesurons les bénéfices environnementaux, les bénéfices pour les consommateurs, et puis la qualité des produits qui en sort. Donc c'est ça en fait aussi la mission et l'objectif d'AMP aussi, complètement. au-delà de la production en tant que telle et de la vente de produits, c'est aussi cette pédagogie effectivement que les gens comprennent comment c'est produit. Ouais. Et en plus, tu as un défi, je pense, qui est que c'est assez technique. Donc faut justement prendre le temps de l'expliquer, de montrer, et c'est l'objectif aussi de la ferme que tu as montée à Asnières là. Peut-être que tu peux nous en parler un petit peu. Oui, c'est exactement ça. Donc, si on revient donc au plan 2010, le plan 2010, 2 angles. C'est un de dire, il faut que je devienne un acteur de la production des salmonidés, pour 2 raisons. Une, constituer une sorte de gisement suffisant pour me permettre de structurer mes débouchés commerciaux, parce que j'avais quand même vécu, là aussi dans les années 90, le fait de devoir mettre au point des nouvelles techniques de production, en même temps de marketer les produits et de les vendre, et que quand on s'adresse à des mastodontes que sont la grande distribution, l'industrie agroalimentaire, si vous arrivez avec des tout petits volumes, c'est extrêmement compliqué. Donc, la première idée était de dire, je dois monter un élevage de salmonidés de taille suffisante pour me permettre de constituer une masse critique pour structurer mes débouchés commerciaux. Et après, les produits d'aquaponie seront une extension de gamme, mais j'aurai déjà structuré mes débouchés. D'accord, donc ta première pierre, en fait, c'était... Salmoniculture. Exactement, c'était vraiment la salmoniculture. Vous voyez, c'est une sorte d'objet secondaire en disant, je commence par une activité mature qui est la production de salmonidés, pour après me permettre de structurer les débouchés de ma vraie cible, qui est la production aquaponique et la production en sol. Tu l'avais réfléchi au moment où tu montes justement la production. J'ai eu 20 ans, j'ai eu 20 ans pour réfléchir. C'est vrai. Donc... Mais du coup, tu avais vraiment prévu toutes ces étapes-là. Ouais, c'était c'est vraiment... pas des opportunités que tu as saisies au fur et à mesure, c'était vraiment un plan que tu t'es fixé. Ah ouais, non, c'était vraiment le plan. Alors, là encore, il y a la stratégie, il y a le plan, il y a l'idée, puis après, il y a la réalisation. Ouais. Alors, pour arriver sur ce marché des salmonidés, on avait monté un projet avec le groupe Mer Alliance, qui était connu à l'époque sous la marque Armoric, producteur de saumon fumé, dont le président fondateur, Gilles Charpentier, partageait les mêmes convictions que nous sur la production, en disant on doit être capable de ressourcer une production de saumon en France, de relocaliser, on doit faire quelque chose de propre, la technologie circuit fermé, etc., etc. Donc on avait monté un projet, vous retrouverez facilement les traces de tout ça, donc entre 2010 et 2014, on a monté un gros projet au Guilvinec. Donc c'était la création d'une ferme de saumon au Guilvinec en association avec le groupe Mer Alliance. Donc on a fait l'ingénierie, mes équipes d'ingénieurs ont fait l'ingénierie de ce projet-là. Et puis là encore, quand on disait que ça ne se passait jamais comme prévu, ça a mis tellement de temps pour faire l'ingénierie, obtenir les autorisations, trouver le site, etc., qu'en définitive, en 2014, le groupe Mer Alliance a été vendu. Donc je perds mon partenaire et le groupe a été vendu au groupe Thai Union. Et eux, ça petit navire. D'accord. Alors là, 2 problèmes. Le groupe thaïlandais, donc, est un poids lourd, c'est le numéro 1 du seafood dans le monde. Le petit projet du Guilvinec, autant dire que cadet de leurs soucis. Et puis voilà, eux très focus sur la marque Petit Navire, passer des conserves au saumon fumé. D'ailleurs maintenant, vous pouvez acheter du saumon fumé sous la marque Petit Navire. On travaille avec eux d'ailleurs, c'est un de mes clients. Mais en tout cas, le projet du Guilvinec, rayé de la carte. Donc je me retrouve avec pratiquement 4 ans de boulot qui ont... Alors ça n'a pas servi à rien parce que ça nous a permis quand même de bien progresser sur les circuits fermés saumon et de faire un petit benchmark de tout ce qui existait dans le monde, etc. etc. Tu as pu rebondir plus vite que si tu étais... Et là, coup de bol, alors là pour le compte effet d'aubaine ou d'opportunité, la ferme de saumon de Cherbourg, saumon de France, se retrouve mise en vente sur le marché. Ils avaient eu des difficultés, il y a eu des mortalités au printemps, il y a eu un gros coup de chaleur, ils avaient perdu une grosse partie du cheptel. Et donc, les actionnaires ne voulaient pas recapitaliser, on cherchait donc un partenaire pour reprendre le contrôle de la ferme. Parfait. Donc,
On fait l'audit entre le mois de juillet et puis le mois de décembre, et mi-décembre, je signe le rachat de Saumon de France. Donc finalement, ce que je devais investir au Guilvinec se retrouve investi à Cherbourg sur la plus grande ferme marine française, mais qui était en piteux état. Hein. Donc on a une autorisation de 3000 tonnes. Cette année-là, je crois qu'on n'a même pas dû faire 200 tonnes. Ok. Donc avec Vraiment, tout... ça a commencé... Mais voilà, mais j'avais déjà, ça y est, je tenais mon objet, j'avais ma première pierre qui était importante, qui était de détenir une unité de production de salmonidés, plutôt premium, pour ouvrir et structurer mes marchés. En parallèle, on a démarré tout le boulot sur la partie aquaponie parce qu'il n'y avait pas en réalité de R&D conduite en France. Alors, il y a un programme qui s'appelle APIVA qui est piloté par l'ITAVI, l'Institut technique, donc qui a commencé à travailler pratiquement en même temps que nous en parallèle, mais je ne pouvais pas reprendre ce qui existait dans d'autres pays parce qu'ils élevaient soit des espèces que je n'ai pas le droit d'élever en France, type tilapia, barillet, poisson-chat, clarias ou panga, soit parce qu'ils travaillaient sur des espèces d'eau chaude. Et voilà, il a fallu qu'on se fasse toute la partie R&D. Donc, c'est pour ça que je dis les fonds baptismaux, la réalité d'AMP, ça démarre en 2012. J'ai rappelé un de mes anciens pisciculteurs, la ferme aquacole d'Anjou, qui s'était un peu spécialisé dans les bassins d'ornement et dans ce qu'on appelle les piscines naturelles, c'est-à-dire filtration de l'eau pour les végétaux, en disant « je voudrais développer une activité d'aquaponie, vous avez la compétence piscicole, vous avez une première expérience de filtration de l'eau par les végétaux, donc pourquoi on n'implanterait pas chez vous du matériel, voilà, tout ça, un site, le droit à produire, donc vous pourrez installer un premier pilote de R&D chez vous en aquaponie. » Et c'est comme ça qu'en 2013, on a fait la première unité expérimentale d'aquaponie à la ferme aquacole d'Anjou à Morane-sur-Sarthe. Donc, vous voyez, les deux sujets ont avancé toujours en parallèle dans la perspective de les réunir à un moment donné. Donc, cette R&D, elle a permis de tester les différentes espèces de poissons d'eau chaude ou poissons d'eau froide, les différentes variétés de végétaux, les productions saisonnières. Enfin, on a fait un gros boulot. Et là encore, ce n'est pas un problème d'argent, c'est aussi un problème de temps parce que, comme vous suivez des cycles de saison, on ne peut pas tout tester d'un coup, donc, mais ça nous a permis de bien apprendre et de commencer à serrer un peu les problèmes. Je vais vous donner les plus grandes lignes sans livrer toute notre expertise. On s'est assez vite aperçu que les poissons d'eau chaude étaient une mauvaise idée, parce qu'en réalité, dans une serre froide, non chauffée, le volume d'eau crée un coussin thermique. Les végétaux participent à ce coussin thermique et en définitive, on aurait pratiquement besoin de chauffer l'eau les 3/4 de l'année. Donc là, ça perd un peu de sa vertu. Ça perd beaucoup de vertu parce que ça coûte très cher en énergie. Et puis ensuite de ça, les poissons d'eau chaude qui sont disponibles, soit il y a un gros problème de marketing type la carpe, le silure dont on a parlé tout à l'heure, soit on n'a pas le droit de les élever, donc le barillet, le tilapia, etc. etc. C'est pas forcément intéressant. Soit la zootechnie n'est pas au point, type le cendre, qui est un poisson carnassier qui est à bonne presse, mais dont la zootechnie n'est pas tout à fait maîtrisée. Donc assez vite, on s'est aperçu que c'était une mauvaise idée et qu'il fallait mieux gérer la problématique des pics de température, c'est-à-dire être capable d'intervenir sur l'eau de refroidir et travailler sur des espèces d'eau froide. Et là, on s'est aperçu que d'une part, la truite arc-en-ciel était un merveilleux candidat parce qu'elle, contrairement au saumon, elle a 100 ans de domestication. Donc là, on a aujourd'hui des espèces, quand je parle de domestiquer, c'est-à-dire qu'elle n'a plus peur de l'homme, elle vit en groupe, vraiment avec un instinct grégaire fort. Donc, là, je les voyais ce matin à Agnières, vous ouvrez le bassin, elle s'approche de vous. Donc, un saumon, vous faites la même chose, il a peur. Là, on a vraiment une espèce qui est ultra domestiquée, qui a une très très bonne performance zootechnique, de croissance. Avec des données aussi d'élevage, formidable. etc. Donc pour toi, c'est... 100 ans de travail et de sélection. Et qu'en même temps, sur les périodes estivales et les épisodes caniculaires que nous avons pu avoir, en réalité, ce qui fait mourir la truite, ce n'est pas la température de l'eau, c'est le taux d'oxygène dissous, qui lui-même est lié à la température de l'eau. Donc en clair, plus l'eau est chaude, moins l'oxygène capacité à se dissoudre. Donc il suffisait de trouver un système pour, réfrigérer un petit peu l'eau l'été, en pointe caniculaire, et surtout être capable d'avoir un système performant d'injection d'oxygène pour permettre aux poissons de rester dans de bonnes conditions. Et au bout de 3 années d'expérimentation, on s'est rendu compte qu'en définitive, on avait peut-être le problème, même pas un mois par an,
Donc, D'accord. quand on fait le c'est calcul, hyper gérable. il vaut mieux gérer un problème au maximum d'un mois par an plutôt que de devoir chauffer les trois quarts de l'année. En plus, pour produire une espèce qui se vend bien et qui est très domestiquée. Donc, ça n'avait que des bénéfices. Donc, on est parti sur un schéma truite. Donc, on avait notre candidat et notre espèce. Maintenant, on sait faire autre chose. Je sais faire un peu de saumon, je sais faire de la truite fario, je sais faire de l'omble du saumon de fontaine. Une fois que tu as ton premier effectivement, outil de production qui tourne, etc., tu peux commencer à développer aussi, à faire des expérimentations, mais tu as besoin au début d'avoir quelque chose qui tourne et dont tu es sûr. Ah, bien sûr. C'est pour ça que je parle de 3 ans. 3 ans avant de faire quoi ? 3 ans avant de voir si on était capable de spécialiser les productions végétales et capable de transférer auprès d'agriculteurs, puisque une de nos cibles, c'est de faire du transfert de technologie vis-à-vis du secteur agricole. Donc d'aller voir des agriculteurs Exactement. Et de leur dire, aujourd'hui, nous, on a toute la technologie et tout ça, on peut vous faire l'installation et derrière, vous gérez votre production. C'est exactement ça. Alors, première étape, je parlais de spécialisation végétale. Qu'est-ce qui a beaucoup de valeur ajoutée ? Les fruits rouges, typiquement les framboises, les fraises, etc. Donc, je me suis adressé à mon cousin Marionnet en Sologne, chez qui on a proposé d'installer une unité de production aquaponique. Alors, avec 3 perspectives. 1, voir quels étaient les types de plantes qui se comportaient mieux dans le système, puisqu'il y a tout un catalogue de plantes framboisiers, de plantes fraisiers. S'assurer que ça fonctionnait bien, d'ailleurs. Qu'il y avait une production voilà, donc tester les rendements. Là, en étant au sein des laboratoires Marionnet, on avait les serres pilotes, les serres de comparaison qui nous permettaient de mesurer avec des données extrêmement précises entre le système hydroponique classique et le système aquaponique, la performance des différentes variétés de plants et des systèmes, mesurer l'impact sur le calibre des fruits, sur leur goût, enfin tout. Et autre aspect très important pour nous, être capable de transférer chez quelqu'un qui n'y connaît absolument rien en poisson, parce que l'ingénieur en chef est un des meilleurs spécialistes de la fraise et de la framboise, mais absolument pas du poisson, et donc de prouver qu'on était capable de faire ce transfert de technologie. De fournir vraiment le package complet. Donc première année, parce qu'ils nous ont pris un peu pour des rigolos aussi, il faut dire ce qui est, l'idée peut paraître saugrenue. La première année, on a fait un truc très soft, on a juste installé nos petits bassins potagers aquaponiques là, qu'on appelle les Géraldines. On a installé 5 bacs, comme ça, 5 systèmes pour tester les différentes variétés de plants. Et puis alors ça a été amusant parce qu'on a vu que ça fonctionnait, alors que sur le papier ça fonctionne pas. Tout ce que je vous dis d'ailleurs, c'est que il se passe encore des choses au niveau du microbiote qui se développe dans le compartiment végétal. Pas tout, mais on sait que ça fonctionne. Voilà. C'est pour ça que les phases expérimentales sont super intéressantes parce que sur le papier, il y a des trucs qui ne fonctionnent pas, et puis après, dans les faits, ça fonctionne. Et je crois qu'aujourd'hui, tout ce qui est permaculture, agroforesterie... Ça me fait penser aussi un peu à la biodynamie dans la viticulture, où sur le papier, personne ne comprend pourquoi, pour autant, expérimentalement, ça marche. C'est exactement le même truc. Donc, le chef de culture s'aperçoit que ça marche, et puis 2, on s'aperçoit que les gens s'approprient bien le système. C'est-à-dire que ça les fait plutôt rigoler en disant tiens, ça marche, c'est rigolo. L'agriculteur ? Ouais, ça marche plutôt bien. Donc, deuxième année, on implante un vrai système. Alors, on passe du poisson rouge à la truite. On implante un vrai système. Et là, on fait une batterie de tests pendant pratiquement 3 ans. 3 campagnes sur fraises framboises, mesurer les différents systèmes, les radeaux, les gouttières, les bacs à marée, enfin, bien capitaliser sur le système de production à fruits rouges. Et puis, on a tous nos résultats en poche maintenant, donc on sait déployer des systèmes de production truite fraise ou truite framboise avec des rendements qui sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire que non seulement les rendements sont similaires à ceux qu'on trouve en hydroponie classique, mais on va avoir, et là, je n'ai pas toutes les explications là encore, on va avoir des fruits qui ont meilleur goût. D'accord. Et ça, on avait fait la même chose. Vous avez fait des tests aussi gustatifs, et c'est intéressant. Donc, on pense que là encore, est-ce que c'est lié au microbiote qui se développe dans le compartiment végétal, puisqu'en fait, on a recréé un sol hors sol. Enfin, il se passe des échanges qui sont bénéfiques à la plante du point de vue de sa croissance, aux fruits, mais qui ont aussi une influence sur son goût. Donc c'est ça aussi qui est passionnant dans ce que tu fais, c'est qu'en fait là tu sais que tu as des perspectives pour des années et des années qui sont super intéressantes. Découvrir des choses et d'expérimenter, etc. Mais c'est là où à un moment donné, il va falloir professionnaliser la chose
pour pas simplement constater, mais expliquer et surtout savoir ce qui se passe dans tous ces compartiments. Et du coup, tu as des ingénieurs chez AMP qui... Alors, c'est pour ça qu'on a un peu staffé et c'est aussi pour ça qu'à travers les processus de levée de fonds que nous avons conduits, on n'a pas simplement cherché à lever des capitaux, ce qu'on a levé, on avait besoin d'argent pour nous développer, mais on a aussi cherché à avoir des gens qui nous apportent des savoir-faire et des expertises. Donc la dernière levée de l'été dernier, on a fait rentrer le groupe Coppert, qui est donc le numéro 1 du biocontrôle en Europe, qui nous apporte une très très forte expertise, alors non seulement sur les biosolutions, mais sur le végétal en général. Donc c'est comment aussi, même dans ton actionnariat... C'est créer un écosystème. Exactement. Donc tu refais un peu aussi, effectivement, t'entourer des meilleurs, quoi, de ceux que tu as besoin, essayer de les faire rentrer aussi dans ton projet. Tout du moins, et là encore, et surtout trouver des gens qui soient compatibles. Donc arriver à ne pas dénaturer le projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est formidable de se dire, je réunis des capitaux, je réunis des expertises, je réunis des capitaux. En même temps, tu complexifies aussi ton écosystème. C'est ce que j'allais te dire, c'est aussi, et puis on va commencer à arriver sur la fin aussi, donc essayer de voir un peu la vision d'ensemble. Aujourd'hui, tu as quand même plein d'activités différentes à gérer qui sont en plus éparpillées un peu partout en France. J'imagine que tes journées sont bien remplies. Comment tu fais du coup pour gérer au quotidien un peu toutes ces... j'imagine que tu as des problèmes qui t'arrivent de partout et de toutes les productions. Alors, c'est bien rempli, mais c'est un petit peu mieux aujourd'hui. C'est toujours pareil, c'est des effets paliers. Et en réalité, c'était peut-être plus inconfortable avant la dernière levée de fonds et avant les opérations de croissance externe que nous avons faites. Donc, on a conforté notre position dans la salmoniculture en rachetant le groupe pisciculture de l'Eure. Ce qui m'a permis, là encore, d'avoir pas simplement production de saumon en mer, production de truites en mer, mais également un gros volume de production de truites en eau douce. L'opération que nous avons conduite avec Mimosa, ça nous permet de sécuriser un pôle de production qui s'appelle Normandie Truite, qui pèse 1200 tonnes de production. Ok, donc juste pour rappeler, du coup, tu as fait une collecte en prêt sur Mimosa. Exactement. Qui a permis de financer en partie, cette acquisition, pour partie cette acquisition, et puis le reste, c'était la levée de fonds qu'on a fait l'été dernier. Donc, ça nous a permis, là encore, de grossir un peu, de sécuriser aussi le système, puisque je ne suis plus que tributaire de Saumon de France, mais j'ai aussi tout ce gisement de production en salmoniculture qui me permet aussi d'approvisionner les fermes urbaines, celle d'Asnières et puis celle que nous avons en projet dans le 18e, dans le cadre de Pariculteur, le concours que nous avons gagné. Donc c'était une étape importante, et cette étape, elle m'a aussi permis de staffer un peu. C'est-à-dire que on a aujourd'hui un back-office qui est centralisé à Rouen. Alors pourquoi Rouen ? C'est un peu au barycentre de tout ce que nous avons. On a une filiale à Chartres avec la coopérative agricole SCAEL. On a donc les piscicultures de l'Eure, on a Cherbourg et on a les piscicultures fermes urbaines de Paris, le siège du groupe AMP qui est ici à Gare du Nord. Donc j'ai quelque chose qui est un peu au barycentre, et surtout ça m'a permis de ne plus être tout seul. Parce que effectivement, il y a les grandes phases d'inconfort, c'est quand tu fais chef d'entreprise, tu gères l'opérationnel, les ventes, le marketing, la stratégie, le développement, le financement. C'est super compliqué. Donc là, dès que tu peux staffer, là j'ai quelqu'un aujourd'hui qui est en charge du financement haut de bilan, en charge des opérations de croissance externe. J'ai un directeur général adjoint d'ailleurs qui avait bossé pour moi du temps de la pub, que je connais bien. J'ai un directeur à Cherbourg, donc tu t'es bien entouré. J'ai pu staffer. On va faire un petit peu plus de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, on est 43. J'ai un peu d'infrastructure autour de moi. J'ai un directeur commercial, ce que je n'avais pas avant. Donc voilà, on est en ordre de marche. Et c'est... alors je ne dis pas que j'ai plus de boulot, mais je dis qu'au moins c'est organisé. Plus gérable. Je ne suis plus tout seul. Ouais. Parce que, et tu as des expertises avec toi qui gèrent... Voilà, parce que de toute façon, et là encore, ça l'histoire me l'a bien enseigné, là encore, l'homme providentiel qui fait tout, qui sait tout faire, qui est omniscient, omniprésent, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, vous faites des bêtises. Parce que même si j'ai une bonne capacité de travail, je pense qu'à un moment donné, les journées qui font 24 heures, et là, ça devient dangereux pour le groupe. Tu mets en péril en fait ton entreprise à vouloir tout gérer. C'est super dangereux. Donc savoir s'entourer à un moment donné et savoir déléguer, je pense que c'est tout aussi important. Et c'est une clé majeure, je pense, pour réussir le projet, parce que on voit aussi des projets capoter autour de ça. Tu le sais dans tes activités, qu'est-ce qui fait le succès d'un projet ? C'est une bonne idée, c'est des moyens financiers, mais c'est surtout une bonne équipe. Ouais. Ah, c'est sûr. S'il manque une des 3 composantes et une très bonne stratégie avec des moyens financiers, elle peut louper à cause de l'équipe.
Ouais, Donc ça. c'est vraiment l'alignement, il est là. Alors après, il y a les hasards dont on parlait qui font que ça va être des facteurs favorisants ou pénalisants. Mais en tout après, état de des cause, facteurs externes, mais toi, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté, effectivement. si déjà les fondamentaux sont pas réunis, c'est-à-dire que si la stratégie est foireuse, si l'équipe est pas bonne et qu'il n'y a pas les sous pour la conduire, il y a un truc qui marche pas. Ça ne passera pas grand-chose. Et pour terminer, du coup, comment t'imagines un peu l'évolution là du secteur aquacole français et du coup de AMP dedans? Alors, le secteur aquacole, donc j'ai quelques responsabilités au niveau de nos différents syndicats, syndicat français de l'aquaculture française, au niveau de l'interprofession. Voilà, il y a une filière, donc je suis très impliqué là-dedans, parce qu'effectivement, pour les raisons que j'ai citées tout à l'heure, on peut considérer que la filière aquacole française c'est un fiasco. On est 4 groupes un peu structurés, alors le plus gros étant Aqualand, qui appartient d'ailleurs à la Berry. Il y a Bretagne Truite, il y a le groupe Gloria Maris. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Très peu d'acteurs. Alors, il y a beaucoup de petits acteurs, donc des entreprises familiales, c'est un peu atomisé. Et on a acteurs structurants, parce que pour qu'une filière existe, il faut des locomotives, il faut des gens qui tirent le train. Alors on ne peut plus dire premier de cordée parce que ça ne marche plus, mais il faut quand même des gens qui tirent la filière, donc il y a un manque d'acteurs. Et comme on est dans le pays le plus réglementé au monde en matière d'aquaculture, vous avez des freins à l'installation qui sont monstrueuses. Donc on a beaucoup de jeunes qui font ces cursus et ces formations, les BTS aquacole, la partie aquaculture d'agro, enfin on a beaucoup de candidats, on a beaucoup de gens qui sont motivés par ces métiers, qui veulent les pratiquer bien et qui ne trouvent pas de boulot, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'entreprise. Donc tout l'enjeu pour l'interprofession et pour nos syndicats, c'est d'arriver à faire décoller, redécoller cette fameuse aquaculture française. Rendez-vous compte, production de truites dans les années 90, 50 000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 35 000 tonnes. On a perdu des volumes. L'aquaculture française, en 30 ans, a perdu 30% de ses volumes. Dans le même temps, l'aquaculture mondiale a été multipliée par 15. Mais c'est un truc aberrant. Donc, résultat des courses, on importe 85% des produits de la mer qu'on consomme. Donc c'est délirant. On a des milliers de kilomètres de littoral. On a une des meilleures recherches au monde. Effectivement, géographiquement, on a les on sites. est quand même pas mal placé pour on a 500 000 hectares d'eau continentale. Enfin, il y a tout à faire. On a un boulevard devant nous. À partir du moment où on prône le développement d'une aquaculture durable et responsable, sûr. Après, il faut être dans son temps aussi et pas se dire allez, on va produire comme avant à fond. C'est exactement ça. Donc, il y a une opportunité formidable. Et cette opportunité, elle fera aussi le lien avec le secteur agricole conventionnel. Nous, on a 2 coopératives agricoles en capital, donc l'ASCAE, la Chartres, et également le groupe Maïsadour, où l'idée, c'est ce qu'on exposait tout à l'heure pour Marionnet, c'est faire du transfert de technologie chez des éleveurs, chez des agriculteurs. Qui pourront aussi, eux, diversifier leurs activités, la pérenniser. Et là, on entre dans une vraie vertu aussi, en plus d'être environnementale, aussi sociale. Si on considère que le modèle de l'agriculture intensive à grand renfort de phytosanitaire et de consommation d'eau est arrivé au bout, qu'est-ce qu'on va faire aux gens? Comment on va les diversifier? Si on considère les difficultés de la filière canard dans le sud-ouest, le foie gras, vous savez tout ce qu'il en est, il y a de graves difficultés. On a des gens qui ont de la compétence, qui ont des bâtiments, qui ont du savoir-faire. Profitons. Comment les accompagner pour qu'ils puissent transformer leurs activités. C'est l'enjeu. Tout comme aujourd'hui, l'agriculture urbaine est pour nous une opportunité pour réconcilier ces univers, faire venir des bouts d'agriculture et d'aquaculture en pleine ville, faire de la pédagogie, faire visiter les sites et réconcilier un peu les univers. Et ce sera pareil dans le cadre des plans banlieue. Là, on participe à des appels d'offres, des appels à projets pour de l'ANRU, Agence nationale de rénovation urbaine, où là encore, je ne dis pas que l'agriculture est la seule solution, mais elle fait partie des solutions pour les quartiers. Et il y a un rôle d'économie sociale et solidaire qui est super important, parce que finalement, c'est quoi le problème des quartiers? Il n'y a pas d'emploi, il y a une fracture alimentaire qui est colossale. Bilan, plus vous êtes pauvre, plus mal vous mangez. D'ailleurs, pourquoi il y a eu autant de dégâts avec la crise sanitaire? Les problèmes de diabète, les problèmes d'obésité, etc. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, prendre le problème à bras-le-corps et prôner des solutions nouvelles. Je dis bien, on n'a pas l'apanage, on n'est pas la solution unique. Oui, ça ne sera pas unique, mais en tout cas, ça va dans le bon sens. À chaque fois qu'on pourra créer quelque chose, c'est de l'éducation, c'est de la pédagogie, c'est de l'emploi, et c'est redonner des produits sains à consommer localement, en poisson et en fruits et légumes.
C'est une contribution et c'est comme ça que je le vois. Donc, revitaliser des friches agro-industrielles comme on le fait à Chartres avec la SCAEL, 8 hectares sur la zone de Lucé, ben voilà, il y a des espaces disponibles. Donc, toute l'espèce de continuum comme ça entre les fermes marines, les piscicultures rurales, les salmonicultures, la filière pisciculture d'étang, les fermes périurbaines et les fermes urbaines, c'est ce continuum. Et là, on aura réussi quelque chose. Développer du coup des nouveaux c'est sites, exactement ça. Augmenter petit à petit la production. C'est exactement ça. Bon, en tout cas, bravo pour toutes ces réalisations et voilà, ton parcours, il est hyper intéressant justement dans aussi comment rebondir et croire tout au long de sa vie en fait à un projet et tu nous montres qu'il faut y croire, donc c'est possible. C'est hyper intéressant. Et peut-être pour finir, si des personnes veulent goûter tout ça, parce que ça donne faim quand même, et le saumon c'est quand même très bon, et du coup tu es aujourd'hui le seul à produire du saumon en France. Où est-ce qu'on peut retrouver du coup tes produits ? Alors, peut-être à la ferme du coup d'Agnières. Bien sûr. Alors, j'ai un confrère qui fait du saumon hors sol qui est à Isigny, mais on a la seule ferme en mer de production en mer. Donc, pour trouver nos produits, c'est très simple sur le site internet, donc www.saumonfrance.fr. Donc, il y a un site marchand. Et également, à travers nos boutiques, nos fermes urbaines, il y en a une à Cherbourg, donc c'est un peu loin, mais il y en a surtout une à Agnières-sur-Seine, Alflachat, rue Henri-Martin, et l'année prochaine, donc à rue des Poissonniers, Paris 18e, derrière la coopérative La Louve. On va goûter tout ça alors. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Merci. Un grand merci d'avoir écouté ce 3e épisode de Futur Agri. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux de la ferme digitale. Merci également à Pascal d'avoir partagé sa passion pour le poisson sous toutes ses formes et à Paul pour la partie technique. Pour déguster la production d'AMP, vous pouvez découvrir ses produits sur saumondefrance.fr et ils sont aussi disponibles sur les super sites de Pour de Bon et Culinaris. Je vous assure que c'est un régal et on redécouvre vraiment le saumon. Pour suivre la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la ferme digitale sur les différents réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast 5 étoiles sur iTunes et sur les autres plateformes. Parlez-en autour de vous et merci d'avoir été au rendez-vous pour la reprise du podcast après quelques semaines de pause. Nous en avons profité pour lancer une campagne de financement participatif sur Mimosa qui nous a permis de nous équiper avec du très bon matériel, j'espère que vous aurez pu le remarquer, et de bichonner vos oreilles. Un immense merci à tous les contributeurs que j'ai hâte de retrouver pour fêter ça très bientôt. À très vite.